Bonjour à toutes et tous, je suis Anne-Sophie Brault, je suis responsable du pôle appui aux cultures numériques au sein de l'Institut français. Je vais vous parler aujourd'hui de start-up qui innovent dans le champ de la médiation culturelle. Peut-être juste avant de démarrer, un tout petit mot juste sur l'Institut français pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc l'Institut français, c'est l'établissement public en charge de l'action culturelle extérieure de la France, sous l'égide du ministère de l'Europe, des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, en étroite coopération avec le réseau culturel français à l'étranger. Je parle de services culturels, d'ambassades et de consulats, d'Institut français, d'Alliance française. L'Institut français diffuse la langue et la culture française, multiplie les échanges, les collaborations artistiques, le débat intellectuel et encourage les collaborations entre professionnels du monde entier. Alors, moi, je suis responsable du pôle appui aux cultures numériques, dont la mission principale est d'accompagner à l'international les professionnels français de la création numérique. Et aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de médiation numérique, de médiation culturelle et comment, en tout cas, le numérique et les innovations technologiques permettent une approche renouvelée de la médiation culturelle. Il faut savoir que la France bénéficie dans ce secteur d'une expertise et de savoir-faire reconnus qui tiennent tout à la fois à son histoire muséale, patrimoniale et touristique. Et les acteurs français proposent une palette d'outils, de dispositifs et de contenus numériques et innovants qui permettent de renouveler la médiation culturelle. Alors, côté Institut français, puisque notre mission, vous l'avez compris, est vraiment aussi de l'international et l'accompagnement des professionnels à l'international, ces savoir-faire, on a voulu les valoriser auprès des professionnels étrangers qui pourraient être intéressés par ces expertises. Et on a sorti l'année dernière un catalogue que vous voyez ici, qui s'appelle Digital Mediation and Cultural Innovation, qui présente en fait une soixantaine de structures de start-up françaises actives dans le champ de la médiation numérique, afin de promouvoir à l'international leur expertise et leur savoir-faire. Alors, vous voyez, il est rédigé en anglais pour la bonne raison, effectivement, qu'il s'adresse aux professionnels étrangers. On vise vraiment, avec ce catalogue, les musées et tous les sites touristiques et patrimoniaux étrangers qui peuvent être intéressés par valoriser l'expertise française. Alors, avant de passer un petit peu sur la riche palette d'expertise et de savoir-faire français dans le champ de la médiation culturelle, juste rappeler en juste deux mots quel est l'intérêt pour les musées, pour les lieux culturels, de faire appel aux startups, quels skills vont rechercher en utilisant les nouvelles technologies, le numérique dans le champ de la médiation culturelle. Alors, il y a bien sûr d'abord des enjeux de développement des publics. Il s'agit d'aller vers de nouveaux publics et en particulier vers des publics jeunes. Il y a des vrais enjeux, évidemment, sans doute, de démocratisation, d'inclusion, d'accessibilité. Et vraiment la notion de rendre les contenus accessibles, c'est vraiment extrêmement important. Il y a bien sûr aussi des enjeux qui vont consister à renouveler et enrichir l'expérience de visite avec plus d'immersion, d'interaction, de participation et vraiment la volonté de renouveler le rapport aux œuvres. Et ces innovations aussi dans le champ de la médiation culturelle vont également contribuer à faciliter le parcours de visite, à le préparer ou à le prolonger. Et elles permettent aussi, ces innovations, de faire vivre les institutions culturelles hors les murs. Et enfin, on l'a vu avec le Covid, le Covid a incité les établissements culturels à penser de nouvelles formes de médiation à distance. Et une nouvelle fois, les startups françaises étaient là au rendez-vous pour relever le défi. Alors, donc, je veux commencer ce petit tour d'horizon des startups. Juste, je tiens à préciser qu'il n'est absolument pas exhaustif, donc je m'excuse par avance auprès de toutes les startups qui développent des projets incroyables et que je ne veux pas avoir le temps de mentionner cet après-midi. De même, celle que je vais présenter, je veux le faire de façon très partielle. Donc, mes excuses par avance pour le condensé que je vous propose. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous montrer la diversité des expertises, des savoir-faire qui sont à la disposition des acteurs culturels dès qu'on parle de médiation culturelle. Alors, j'aurais pu vous faire une présentation par technologie, celles qui utilisent la réalité virtuelle, d'autres la réalité augmentée, certaines autres l'intelligence artificielle et bien sûr des fois ces technologies cumulées. Je vais plutôt faire une présentation par typologie d'usage. C'est à quoi vont servir ces innovations, ces savoir-faire.
Je vais commencer par vous parler de toutes ces innovations qui permettent de développer les publics, de mieux les accueillir et les guider. Voilà, alors un premier exemple, il s'agit d'une part de susciter l'envie. Comment on donne envie à des publics d'aller vers des expositions. Alors il y a par exemple une start-up Asmona qui a développé un chatbot dans le secteur culturel et en fait qui utilise l'intelligence artificielle pour conseiller des sorties culturelles avec des conseils personnalisés de visite. Autre start-up, Arttips. Alors Arttips, son ambition, c'est de démocratiser l'histoire de l'art avec des newsletters qui comprennent des anecdotes ludiques sur les œuvres d'art et leurs auteurs. Et bien sûr, Arttips travaille en lien avec des institutions culturelles qui souhaitent mettre en avant leur contenu de cette façon-là. Autre acteur aussi qui vient d'arriver récemment, Pablo, qui est une nouvelle application qui réunit l'ensemble des services liés à la visite d'exposition. Donc vous pouvez aller voir les expositions disponibles, les réserver, préparer votre visite. À noter aussi que cette jeune start-up a aussi développé récemment ce qu'ils appellent des Pablo Cast, qui sont ils proposent effectivement des institutions culturelles, des podcasts qui permettent de découvrir les expositions autrement en guidant le visiteur tout au long de leur visite. Alors, je parle de podcast et j'enchaîne du coup avec un nouvel acteur aussi, Ose, qui propose des podcasts à destination des établissements culturels. Alors, pareil, extrêmement intéressant aussi. Là, ils ont développé notamment ce projet avec le Centre des Monuments Nationaux, qui est un acteur extrêmement actif dans le champ de la médiation culturelle, qui est vraiment très porté sur l'innovation. Et avec ce projet qui s'appelle Les Monuments sur le divan, qui est une série de podcasts pendant lesquels ils sont allés rencontrer en fait les agents du Centre des Monuments Nationaux. Ils ont capté les ambiances sonores, les bruits captés sur les lieux de ces bâtiments, avec l'idée que ces podcasts sont un moyen en fait, de transmettre le savoir et d'aller à la conquête de nouveaux visiteurs, de susciter l'envie d'aller découvrir ces bâtiments en entendant ceux qui travaillent au quotidien et en entendant l'atmosphère de ces lieux. Alors, une fois que vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez aller voir, vous voulez y aller au meilleur moment, idéalement quand il n'y a pas trop, quand c'est pas la foule. Alors là, il y a une start-up qui a développé une solution assez innovante aussi, qui s'appelle Influence qui mesure et communique en temps réel la fréquentation et le temps d'attente de ces lieux culturels partenaires. Donc qui permet effectivement de préparer au mieux votre visite et d'y aller au meilleur moment. Une fois que vous êtes sur place, vous avez envie d'être guidé dans le musée ou l'institution culturelle qui vous accueille. Et là, il y a une start-up qui s'appelle Smart Apps qui met à disposition des lieux culturels qui permet en fait, aux applications, aux lieux culturels de développer leur propre application, leur propre guide visite et qui permet du coup aux visiteurs d'utiliser d'avoir le guide de visite sur leur smartphone. Et donc là, c'est une solution qui est proposée par cette start-up à destination des lieux culturels pour avoir des guides de visite adaptés aux institutions et disponibles pour les visiteurs sur leur smartphone. Alors, je vais donner aussi un exemple en fait, sur les audioguides. Alors, l'audioguidage, ça existe depuis une soixantaine d'années, c'est pas nouveau, mais par contre, l'innovation continue aussi dans ce champ-là. Et du coup, je voulais vous mentionner notamment l'initiative de la société Orfeo, qui est très connue dans le système, dans le champ de l'audioguidage, et qui a été récemment récompensée par un audioguide qui utilise la réalité virtuelle pour répondre aux besoins de la communauté sourde. Et en fait, avec ce projet, en fait, ça a permis à des personnages du tableau de s'animer grâce à la réalité augmentée pour raconter leur propre histoire en langue des signes. Vous voyez, donc cette innovation a été récompensée l'année passée à Los Angeles. Je finirai cette première section de toutes les innovations qui permettent de développer les publics et de guider la visite par GazeView. Alors GazeView, c'est un livre d'or numérique donc qui permet de recueillir les impressions des visiteurs en fin de visite. Mais c'est un livre numérique. Alors, il est seulement numérique, mais il est surtout intelligent. C'est-à-dire il permet d'analyser les données qui sont fournies par vos visiteurs. Donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement intéressant pour les institutions, les musées, les lieux culturels,
que de pouvoir, grâce à ce livre d'or aussi, analyser les datas et penser du coup, en fonction des retours de leurs visiteurs, penser leur stratégie future. Voilà. Donc là, je vous ai proposé un premier grand axe d'usage en fait, des innovations dans le champ de la médiation culturelle. Je vais enchaîner par un deuxième grand enjeu qui est celui de proposer des visites immersives et interactives. Alors là, il y a plusieurs façons. Alors, il y a des expériences en réalité virtuelle et augmentée, alors là, qui se développent maintenant beaucoup dans les institutions culturelles et dans les musées en particulier. Je vais vous donner quelques exemples. Une nouvelle fois, là, il y aura beaucoup d'absents dans ma présentation parce que c'est un champ qui se développe vraiment beaucoup. Je vais commencer avec Emissive, qui est pareil, un acteur reconnu, très reconnu en matière de réalité virtuelle. Et c'est à eux qu'on doit notamment le projet Scan Pyramide, qui avait été présenté en 2019 à la Cité de l'Architecture. Alors, Scan Pyramide, c'était un projet en réalité virtuelle qui immergeait, alors vraiment au sens plein du terme, qui immergeait les visiteurs dans la pyramide de Khéops. Voilà, et vous suiviez le guide et vous y étiez, voilà, vous aviez l'impression d'être dans la pyramide. Et cette expérience a été un énorme succès pour le Cité de l'Architecture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en analysant les publics en fait, qui venaient assister à cette expérience, ils se sont aperçus que plus de 60% des publics venaient pour la première fois à la Cité de l'Architecture. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant avec ces nouveaux types d'expériences qui sont proposés par les musées, c'est qu'on voit bien que ça permet vraiment d'attirer de nouveaux publics, et en particulier des publics jeunes, dans les musées et les institutions culturelles. Voilà. Et donc, Emissive, du coup, compte poursuivre sur cette lancée et va proposer, compte proposer aux acteurs muséaux, en particulier, des expéditions immersives. Là, c'était dans les pyramides, mais il y aura bien d'autres expériences ensuite à découvrir. Autre acteur de la réalité virtuelle qui travaille beaucoup avec les musées, c'est Lucid Realities. On leur doit notamment un projet autour des nymphéas de Monet en coproduction avec le musée d'Orsay et de l'Orangerie. Et ce qui est très intéressant aussi, une nouvelle fois, dans l'utilité de proposer ce type d'expérience, c'est que quand le musée de l'Orangerie aussi a fait une enquête auprès de ses publics, ils se sont aperçus que les publics rentraient d'abord dans la salle des nymphéas découvrir l'œuvre de Monet, ensuite testaient l'expérience en réalité virtuelle qui permet aussi de mieux comprendre l'obsession du peintre pour ces fameuses nymphéas, et ensuite retourner dans la salle pour revoir l'œuvre à la lumière des savoirs acquis lors de l'expérience VR. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ces expériences en réalité virtuelle, bien loin de se substituer à l'œuvre, vont au contraire vraiment l'enrichir, l'augmenter, vont permettre aussi de proposer une nouvelle approche au public. Alors, autre acteur aussi un peu incontournable dès qu'on parle réalité virtuelle et médiation culturelle, c'est Novelab, qui sont très actifs aussi dans le champ et à qui on doit notamment l'expérience en réalité virtuelle autour de la grotte Chauvet. Alors, la question qui est souvent posée avec la réalité virtuelle, c'est la question du matériel, de l'équipement, qui n'est pas forcément évidente, effectivement, et qui suppose généralement une formation des personnels des musées pour pouvoir accompagner les publics, mettre les casques, lancer l'expérience. Donc, ce n'est pas évident. Alors, il y a une start-up qui a voulu un peu faciliter l'appréhension de la réalité virtuelle en développant des bornes en libre service de réalité virtuelle. Alors c'est la société Timescope, vous voyez avec les bornes que vous voyez en photo. Et donc l'idée avec ces bornes en fait permettent aux visiteurs aussi grâce à la réalité virtuelle de se plonger dans le temps, de redécouvrir l'histoire. Alors ces bornes peuvent être placées à la fois dans l'établissement, dans le musée. C'est le cas par exemple au musée d'Orsay où il y a 2 bornes qui sont installées au début du parcours de visite et qui permettent de découvrir toute l'histoire du bâtiment, de sa création au moment de l'exposition universelle de 1900 à sa reconversion dans les années 80 en musée, où les bornes peuvent aussi placer à l'extérieur des institutions. Et c'est le choix, par exemple, qui a été fait par le musée du Quai Branly, que de le mettre à l'extérieur, à quelques mètres sur les quais de Seine, pour attirer l'attention des visiteurs sur l'existence de ce musée à quelques mètres d'eux. Voilà. Donc ça,
Alors, on a parlé de réalité virtuelle, donc avec des casques de réalité virtuelle qui vous plongent dans un autre univers. Maintenant, je vais plus vous parler d'autres expériences, ce qu'on va appeler en réalité mixte. En gros, c'est avec des lunettes, et non, en particulier là, dans les exemples que je vais vous donner, c'est ce qu'on appelle des lunettes HoloLens, donc des lunettes que vous mettez et qui permettent de superposer une autre réalité, d'augmenter la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, avec une histoire qui est contée. Alors, notamment, je vous présente Realcast. Alors, Realcast, qui, avec ces fameuses lunettes HoloLens là, que vous voyez sur la photo en bas, a un projet extrêmement intéressant à découvrir au musée de la Libération, qui permet de revivre l'insurrection de 1944 aux côtés des acteurs de la résistance. Alors, toujours avec la même technologie, avec ces fameuses lunettes HoloLens, on a actuellement aussi un nouveau studio qui s'appelle Saola, qui propose actuellement une expérience en réalité mixte, du coup, pour faire revivre les espèces disparues, et ça se passe au Muséum national d'histoire naturelle, et ça vaut vraiment le coup d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Alors là, je vous parlais du coup réalité virtuelle, donc avec le casque, réalité mixte avec ces lunettes que vous mettez dessus. Après, bien sûr, et c'est un peu plus connu du public, il y a tout ce qui est réalité augmentée. Donc avec l'utilisation, là pour le coup, de tablettes ou de smartphones. Alors, je vous parlais d'Histovery, qui est un acteur important dans ce secteur-là, qui a développé un service de visite augmentée sur mesure avec l'outil. Ils ont développé l'outil, et ils appellent ça l'Histopad, qui permet justement de proposer aux lieux culturels des visites augmentées sur mesure. Ils ont notamment, par exemple, développé ce projet-là à la Conciergerie, qui est géré encore par le Centre des Monuments Nationaux, et qui permet, en fait, la réalité augmentée, permet de se plonger dans la Conciergerie au temps du Moyen-Âge ou de la Révolution française. Voilà. Toujours dans les réalités augmentées, il y a même une nouvelle technologie développée par la start-up Skybox, qui est la réalité superposée. Alors, la réalité superposée, pour l'expliquer un peu simplement, c'est un peu une réalité augmentée, mais en qualité cinématographique, qui permet de superposer sur l'univers dans lequel vous êtes des animations, des images, et ils ont notamment développé un projet très intéressant à la maison de Clémenceau à Saint-Vincent-de-Jard, qui permet du coup de revivre des scènes de la vie de Clémenceau. Voilà, ils ont plein d'autres projets, mais voilà, notamment celui-ci. Et je finirai cette partie sur tout ce qui est expérience immersive, en tout cas tout ce qui est VR, réalité augmentée, par vous parler de la start-up Minsar, qui, elle, s'adresse justement à tous ces acteurs culturels qui veulent développer des expériences en réalité augmentée et virtuelle. Et la start-up Minsar a notamment développé une solution pour créer une expérience immersive depuis un casque 3D ou un terminal mobile, mais sans code. Donc c'est vraiment, il développe une solution qui facilite énormément la conception d'expériences en réalité virtuelle et augmentée à destination de tous ceux qui peuvent être intéressés par le développement de ce type d'expérience à destination de leur public. Alors, quand on parle d'immersion, donc on pense réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, mais on peut aussi penser expérience sonore, parce que l'immersion peut se faire aussi par le son, et c'est le pari de la start-up Aken que de travailler sur des expériences sonores immersives pour les territoires, les lieux de patrimoine, les musées. Et comme vous voyez sur la photo, donc, ils utilisent le son binaural et aussi pour le son 3D, et aussi pour s'affranchir un peu de l'outil du smartphone, pour libérer un peu les mains des visiteurs. Ils conçoivent aussi des petits dispositifs assez amusants pour justement que les visiteurs se libèrent de leur smartphone, laissent leur smartphone et puissent complètement, grâce à ces expériences sonores, se laisser emporter, se faire raconter une histoire. Sur le même concept de parcours sonore immersif, on a le studio Narrative, à qui on doit aussi une très belle expérience, notamment sonore, au château de Vaux-le-Vicomte. Et voilà, et vraiment, on voit que ces parcours sonores sont vraiment une occasion de raconter une histoire, de plonger les visiteurs dans un autre environnement, tandis qu'ils continuent de déambuler dans le musée ou dans le site ou le château. Enfin voilà,
ça permet vraiment en tout cas de renouveler aussi le rapport aux visiteurs. Alors, je vais passer aussi très rapidement, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au-delà de ces expériences, ce qui contribue aussi à cette interactivité dans le cadre de la visite, c'est aussi des dispositifs scéniques, c'est du design. Et là, juste pour en mentionner deux acteurs qui travaillent sur des terminaux interactifs, que sont notamment Mosquito et Opixido. Alors, il y en a plein d'autres, mais voilà, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. En tout cas, il y a aussi cette interaction, elle peut être développés dans le cadre de dispositifs scéniques qui sont vraiment adaptés, pensés pour accompagner les visiteurs tout au long de leur visite. Alors là, je parlais beaucoup d'immersion, d'interaction. On peut même aller jusque de la participation, comment mobiliser le plus possible les publics, les impliquer complètement dans la visite. Alors, il y a plusieurs pistes, hein, mais c'est vrai que le jeu vidéo, par exemple, on n'y pense pas toujours, mais ça peut être un moyen de mobiliser le public. Et c'est le pari un peu qu'a fait le MUSEM, le MUSEM donc à Marseille, en confiant à Pixel Hunt le développement d'un jeu vidéo au service de la médiation. Et en gros, ce jeu vidéo, alors, comme vous l'imaginez, s'adresse en particulier au jeune public, vous plonge dans la peau de deux archéologues du futur qui découvrent le MUSEM alors qu'il est sous les eaux, et qui vont partir à la recherche d'une civilisation disparue, qui vont aller découvrir les objets qui s'y trouvent. Et donc, aux quatre coins du musée, du coup, dans le cadre de ce jeu, il y avait des bornes installées pour donner accès à ces objets mystérieux. Et en gros, ça, c'est une façon tout à fait pédagogique et ludique que d'expliquer à un jeune public ce qu'est un musée de civilisation, puisque c'est la mission du MUSEM. Toujours dans ce concept de jeu, d'implication, de participation, Fur et compagnie, qui développe des visites ludiques et des escape games qui peuvent prendre la forme, par exemple, de chasse au trésor numérique ou d'enquête. Et vraiment, l'idée étant de mobiliser le jeune public le plus possible, voilà, dans la découverte d'un lieu, mais voilà, avec une façon, en s'amusant, puisqu'ils sont à la recherche d'indices, d'enquêtes, mais ça permet vraiment, bien sûr, avec tout ça, de raconter l'histoire du site, du bâtiment dans lequel ils évoluent. Je finirai par un quatrième grand axe qui est comment les innovations aussi technologiques permettent de sauvegarder, de rendre le patrimoine accessible à tous. Et là, je vais vous parler de numérisation 3D. Je vais vous évoquer juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, seulement deux acteurs, mais il y a Iconem qui spécialiste de la numérisation 3D des sites patrimoniaux et notamment des sites menacés. Ils avaient travaillé à cette très belle exposition proposée par l'IMA qui s'appelait Cité millénaire, et ils avaient, grâce à la numérisation 3D, permis aux visiteurs de s'immerger dans les ruines de Mossoul, d'Alep, de Palmyre. Et donc on voit bien, voilà, toutes ces technologies permettent de préserver, de conserver ces lieux menacés et de les partager au plus grand nombre. Également un spécialiste de la numérisation 3D du patrimoine, qui est Art Graphique et Patrimoine, qui est vraiment aussi un acteur de référence dans ce champ-là. Ils viennent de travailler, par exemple, un double numérique de Notre-Dame. Et on voit bien que la numérisation 3D, il y a vraiment un double enjeu qui est à la fois vraiment celui de conserver, un enjeu de sauvegarde. Mais bien sûr, une fois que vous avez numérisé un bâtiment, l'idée, bien sûr, après, c'est de le partager ça au plus grand nombre, au public. Et bien sûr, ces numérisations 3D peuvent après donner lieu à beaucoup de développement, notamment d'expériences immersives qui peuvent être proposées aux visiteurs. Alors, je vais m'arrêter là sur ce petit tour d'horizon des startups, parce que je sais que, voilà, une nouvelle fois, je me le disais, qui n'est absolument pas exhaustif. Juste peut-être vous parler un petit peu aussi des conséquences qu'a pu avoir la crise sanitaire et comment ça a pu aussi générer de nouveaux besoins, en tout cas, voilà, les besoins qui sont apparus du coup dans ce contexte. Voilà. Alors, la crise sanitaire, je posais la question, est-ce qu'elle a eu un effet accélérateur ? Alors, oui, non, c'est-à-dire qu'évidemment, les musées fermés, ça a apporté, évidemment, comme on l'imagine, un frein à un certain nombre de projets.
mais en même temps, ça a constitué, quand on parle d'innovation et de médiation culturelle, un moment pivot, puisque ça a aussi conduit les institutions culturelles à développer de nouvelles pratiques et du coup à se tourner vers toutes les potentialités offertes par le numérique, notamment pour continuer à faire vivre leurs institutions, à continuer à développer une médiation en direction de leur public, même en dehors de leurs murs. Et là, j'évoquerai du coup assez rapidement le développement des visites à distance, tel qu'a pu le développer par exemple la société Réciproque, donc un projet aussi lancé cette année. C'est une société qui propose, avec une plateforme qui s'appelle Reguide, des visites à distance scénarisées, animées par des médiateurs qualifiés. C'est-à-dire que là, vraiment, vous réservez votre visite comme vous l'auriez fait sur le lieu physique. Mais là, vous vous promenez du coup virtuellement depuis chez vous dans l'espace. Mais il y a cette interaction par petits groupes et surtout avec une interaction directe avec la conférencière qui est en live avec vous, hein, et que vous pouvez interroger. Et la conférencière, le médiateur, pareil, c'est lui qui donne le rythme de la visite, en fonction aussi des publics qui sont présents, même virtuellement, avec lui ce jour-là. Et autre aussi initiative, autre acteur apparu du coup l'année dernière, c'est Explore Visite, qui est une start-up aussi qui propose des visites virtuelles ou des visites guidées à distance pour les musées, soit pour les publics éloignés, donc publics éloignés qui soient du coup, on va dire parce que distants ou parce que de ce qu'on appelle les publics empêchés. En tout cas, c'est effectivement les visites virtuelles, et ça, chacun, je pense, a dû le constater, se sont forcément beaucoup développées à la faveur de la crise sanitaire. Donc, voilà, on sent un intérêt grandissant des acteurs culturels et des musées en particulier pour l'ensemble des innovations proposées par les startups. Mais effectivement, on sent que le mouvement est en marche, mais il y a encore évidemment, bien sûr, des axes d'amélioration. Peut-être avant de parler des perspectives, on va voir si on a peut-être des questions qui sont posées. Pour que je ne parle pas toute seule. Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors la première question, c'est quels sont selon vous les principaux freins au développement des startups innovantes en France ? Alors, les freins, ce sont ceux que peuvent d'abord, peut-être, je pense, rencontrer l'ensemble des acteurs de l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut se faire connaître, expérimenter, tester sa solution, avoir une preuve de concept et l'importance, effectivement, d'avoir une première référence pour ensuite se faire connaître. Alors, c'est un premier enjeu. Après, dès qu'on parle médiation culturelle, et des startups aussi qui, du coup, vont se tourner vers les institutions culturelles, vers les musées, avec beaucoup d'institutions publiques, va se poser des questions, on va dire, administratives et juridiques, qui peuvent représenter parfois un frein, et notamment la question des marchés publics. Pour une jeune start-up, ce n'est pas forcément évident que de s'embarquer dans un marché public, même si du côté des institutions, il y a des efforts qui ont été faits pour alléger les procédures pour des achats, on va dire, innovants, mais il y a encore effectivement une marge de progression. Et autre difficulté aussi, c'est qu'on voit bien qu'on est affaire à deux cultures, de modes de travail différents. Donc après, ce sont les startups, par exemple, et les musées, ce sont des acteurs qui apprennent à se connaître et se connaissent de mieux en mieux. Et la crise sanitaire indéniablement a eu, je pense, un effet accélérateur. La crise sanitaire a mis sur le devant de la scène, au niveau des musées, l'importance de la médiation, de la communication. Après, il reste, même si côté des institutions culturelles, il y a un intérêt grandissant pour ces innovations, il y a encore effectivement aussi des enjeux de formation de leur côté pour se saisir pleinement de toutes les potentialités offertes par les nouvelles technologies et le numérique. Je ne sais pas si on a une deuxième question. Et peut-être à la suite, du coup, comment favoriser mieux ces échanges entre les startups et les lieux culturels ?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a vraiment, pour moi, des acteurs fondamentaux qui sont les incubateurs. Parce qu'ils permettent vraiment d'accompagner les startups dans le développement de leurs solutions et de favoriser les mises en relation avec les acteurs culturels. Je pense en particulier à l'incubateur du patrimoine qui a été développé par le Centre des Monuments Nationaux, qui propose à des startups 1 an d'incubation dans les établissements du Centre des Monuments Nationaux partout à travers la France, et qui vraiment permet de tester les solutions, d'échanger avec l'ensemble des acteurs qui au quotidien s'occupent de la médiation des publics, qui permettent de tester, d'avoir une première référence. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, je parle de l'incubateur du CMN, on pourrait parler du 104 Factory, de Creatis, des incubateurs de Paris & Co, de celui de Louvre-Lens-Vallée. Enfin, il y en a de plus en plus sur l'ensemble du territoire français, des acteurs, des incubateurs qui peuvent vraiment sont aux côtés des startups pour les accompagner dans le développement de leurs solutions. Je pense aussi, pour faciliter ces échanges, à l'importance des grands rendez-vous qu'on peut avoir en France, que ce soit le CITEM, que ce soit Museum Connection, que ce soit le festival Pixie, pour ne citer que. C'est aussi des plateformes d'échange, des structures de conseil. Je pense au CLIC, notamment au Club Innovation et Culture, qui travaille vraiment sur ces enjeux de médiation culturelle et nouvelles technologies, correspondance digitale, We Are Museum. Donc il y a des structures maintenant qui peuvent aussi accompagner, qui accompagnent à la fois les acteurs culturels et peuvent aussi accompagner les startups dans leur développement de solutions innovantes. Et voilà. Il y a aussi des initiatives privées, enfin associatives et privées qui sont extrêmement intéressantes. Je pense notamment, là tout récemment, il y a une association qui s'est constituée qui s'appelle XPO, qui réunit l'ensemble des professionnels liés à l'exposition, avec vraiment l'idée aussi d'agréger compétences et expertise. Je pense aussi par exemple à une plateforme sur laquelle est en train de travailler la société Lucid Realities que j'évoquais tout à l'heure, en lien avec tes partenaires taïwanais, plateforme qui devrait sortir d'ici la fin de l'année prochaine, et qui a pour objectif de favoriser la distribution de contenu en réalité virtuelle pour les musées. Donc c'est vraiment une plateforme qui va permettre très facilement aux musées d'avoir accès au contenu en réalité virtuelle, par exemple. Donc ça, c'est autant d'exemples qui me semblent intéressants, qui facilitent les échanges entre start-up et musées et institutions culturelles. Et je voudrais peut-être finir en évoquant aussi la mobilisation des pouvoirs publics, parce que c'est un domaine sur lequel aussi les pouvoirs publics sont très investis. Je pense au ministère de la Culture, qui a lancé notamment depuis 2012 un appel à projet qui s'appelle Services numériques innovants, qui favorise justement les innovations technologiques dans le secteur culturel. Je pense aussi au lancement tout récemment du 4e plan d'investissement d'avenir, avec 4 dispositifs qui sont dotés de 10 millions d'euros et qui vise à accompagner la transition numérique et écologique des institutions culturelles, et notamment un appel à projet qui concerne la numérisation du patrimoine et de l'architecture. Parler aussi, alors du coup, qu'on parle de mise en relation entre start-up françaises et professionnels, institutions culturelles étrangers, évidemment l'Institut français aussi est très mobilisé pour cela. Petite annonce, on va sortir le 24 novembre un nouveau site dédié à la création numérique qui s'appelait IF Digital, qui va avoir pour objectif de promouvoir à l'international les créations françaises de la création numérique et les acteurs du numérique. Et donc bien sûr, sur ce nouveau site seront référencés les expertises et savoir-faire français dans le champ de la création numérique, afin de les valoriser auprès de l'ensemble des professionnels à l'international, institutions culturelles, musées, sites touristiques et patrimoniaux, qui pourraient être intéressés par ces expertises. Et l'Institut français à l'international, bien sûr, travaille en étroite collaboration avec le réseau culturel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça peut être aussi avec Business France, qui va développer des missions pour accompagner les startups à l'international.
Bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui aussi toute l'action que fait BPI auprès des startups pour les faire grandir aussi, les accompagner dans leur développement à l'international également. Et je finirai enfin par tous ces acteurs qui facilitent, qui développent cet écosystème et qui créent ces rapprochements entre startups et musées. C'est le rôle aussi, mobilisation importante des collectivités territoriales. Et actuellement, par exemple, se tient l'événement Heritech qui a été lancé depuis l'année dernière, qui est une initiative portée par le département Haute-Loire, qui vise à valoriser l'innovation dans le champ du patrimoine. Donc on voit bien qu'il y a un écosystème du coup très riche qui est en place et qui permet de favoriser ces échanges. Et donc là, on voit bien que la dynamique est lancée. Il y a encore des efforts qui restent. Voilà, tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses à fluidifier quand on parle entre start-up et musées. Mais on voit bien que quand même, il y a tout un écosystème, en tout cas favorable, qui pousse cette dynamique. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Une question un peu conclusive. Quel serait le musée en 2050 après avoir vu tout ça ? Alors, la question n'est pas évidente. Alors, musée en 2050. Alors, on peut espérer qu'il y ait une meilleure... qu'on aille encore, parce que c'est déjà le cas, mais qu'on aille encore vers une plus grande articulation, une plus grande complémentarité entre physique et virtuel, avec une articulation entre des publics qui vont être physiquement présents et des publics à distance. Et ça, voilà, je pense qu'on va vraiment dans une logique de forte complémentarité entre ces deux modalités d'accès aux œuvres et au patrimoine. Après, je pense qu'on l'a vu avec la crise sanitaire, on peut pas, le numérique n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a besoin aussi de toujours d'avoir des lieux de rencontre, d'échange. Et je crois que plus que jamais, le musée va rester ce lieu de partage, de construction d'une culture commune, avec vraiment une fonction aussi de lien social et toujours avec l'idée que ça soit un lieu ouvert à tous et les enjeux de démocratisation, inclusion, accessibilité vont demeurer évidemment. Musée 2050 aussi, je pense que ça va être un musée qui va exister dans ses murs, mais aussi hors les murs. Alors, on le voit déjà maintenant, mais effectivement, on voit que le numérique permet de repousser les limites physiques du musée. Et là, on peut espérer qu'effectivement, un musée 2050, c'est un musée qui est présent partout, sur tous les territoires, grâce aux innovations technologiques. Et le musée 2050, je pense on ira aussi vers un musée dans lequel les innovations, le numérique sont complètement intégrés. C'est-à-dire que on va sûrement aller vers une logique vraiment de co-construction entre start-up, musée et lieu culturel, en disant voilà, on penser dès le départ le parcours de visite avec les acteurs de l'innovation. On va sûrement aller aussi vers c'est la tendance actuelle et je pense qu'elle va s'accentuer, d'aller vers des experts, des visites avec une forte dimension expérientielle, avec toujours cette dimension interactive, participative, immersive. Et ça, je pense que bien sûr, ça va demeurer. Et aussi, ce que permet le numérique aussi, c'est on est vers des visites qui sont de plus en plus personnalisées, de plus en plus proches, près des besoins et des attentes de l'ensemble des visiteurs. Et un dernier enjeu aussi côté des musées, c'est effectivement les enjeux aussi écologiques. Et ça, c'est les enjeux de toute façon qui sont à l'échelle de la société. Mais bien sûr, les musées se la posent de plus en plus. Et bien sûr, ils vont attendre aussi, je pense, des startups, des réponses dans ce sens-là. C'est comment conjuguer aussi médiation culturelle, démocratisation et développement durable. Et ça, bien sûr, c'est une grande piste aussi pour la suite. Alors là, je parle du côté des musées, mais qu'est-ce que ça veut dire du coup du côté des startups ? Ça veut dire qu'on va attendre d'elles toujours plus d'innovation. Et ça, je pense qu'on peut compter sur elles. Mais ce qui va être aussi intéressant par rapport aux acteurs culturels, par rapport aux donneurs d'ordre, c'est la capacité peut-être de fédérer leur expertise. Parce que ce qu'on voit en fait, c'est que, on l'a vu un peu avec la présentation, il y a toute une très riche palette de services, de contenus, d'outils qui sont développés par les startups. Après, des fois, se pose la question un peu de les mettre en musique. Et c'est vrai que des fois, un musée ou un donneur d'ordre qui veut construire un nouveau musée, alors c'est vrai en France, mais c'est encore peut-être
plus vrai à l'international, des fois on va peut-être avoir besoin d'avoir des offres mutualisées de start-up. C'est quelle va être la capacité des start-up aussi à travailler ensemble, à mettre en commun leur expertise, leur savoir-faire pour proposer justement des parcours de visite, des actions de médiation complètes qui permettent d'articuler ces différents champs d'expertise. Et on voit bien que c'est un enjeu important, et notamment à l'international aussi. C'est vrai que quand un acteur, un État, par exemple, veut lancer un nouveau grand musée, une start-up tout seul ne va pas pouvoir répondre à l'appel d'offres. Par contre, c'est le regroupement, la mise en commun de toutes ces expertises qui après peut aussi être extrêmement intéressante à valoriser à l'international. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question et s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup Anne-Sophie. Ça répond à la dernière question qu'on avait dans le chat aussi sur justement est-ce que le musée sortira du musée, mais donc ça faisait partie de vos réponses sur le musée de 2050 et très belle conclusion sur la partie aussi force de frappe commune. Donc merci beaucoup Anne-Sophie. Sophie. Alors oui, je voulais juste grand merci à BPI pour cette invitation. Vous dire que le catalogue que je vous ai présenté, Digital Mediation and Cultural Innovation, donc il est en accès libre sur le site de l'Institut français. Donc n'hésitez pas à aller le consulter dans son intégralité, parce que là je vous en ai présenté qu'une toute petite partie, et lui-même ce n'est qu'une sélection de l'ensemble des expertises françaises qui existent dans ce champ-là. Et si jamais vous êtes intéressé par plus de précisions sur l'ensemble des références, des noms que j'ai pu évoquer, n'hésitez pas à écrire un mail à numérique@institutfrançais.com et je pourrai répondre à toutes vos questions, demandes d'informations ou les renvois vers tous les noms, références, acteurs que j'ai pu évoquer aujourd'hui. Voilà, un grand merci encore.